Le procès de Didi a été si mauvais pour lui qu'il a l'air d'avoir vieilli de 20 ans au cours des 2 dernières années. Mais maintenant, c'est le dernier clou dans le cercueil. Son avocat, Anthony Rico, le poids lourd de la défense qui aurait déjà représenté Oussama Ben Laden, s'est officiellement retiré de l'affaire. Pas à cause de la pression, pas à cause des gros titres, mais à cause de quelque chose qu'il a découvert en coulisses. Quelque chose de si troublant que même lui n'a pas pu le supporter. Et maintenant, il semble que son remplaçant, l'avocat superstar Brian Steele, soit confronté à la même sombre vérité. Qu'est-ce que Rico a découvert exactement? Et Steele pourrait-il être le prochain à partir? Entrons dans le vif du sujet. L'équipe juridique de Didi est remaniée. Si vous avez suivi cette affaire, vous savez que Didi fait l'objet de graves accusations fédérales, notamment pour trafic sexuel, racket et transport, en vue de se livrer à la prostitution. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a eu récemment des bouleversements au sein de son équipe juridique et que de nouveaux éléments de preuve fascinants ont été mis au jour qui pourraient tout changer dans le déroulement de cette affaire. Tout d'abord, parlons de la chronologie. Didi a été arrêté en septembre 2024 et est détenu sans caution au Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis lors. Son procès devrait débuter le 5 mai 2025, soit dans quelques semaines, la sélection du jury commençant le même jour et les déclarations préliminaires étant attendues pour le 12 mai. Mais l'équipe juridique de Didi a subi d'importants changements ces derniers mois, ce qui nous amène à notre premier développement majeur. En février 2025, l'avocat Anthony Rico a déposé une requête pour se retirer de l'équipe de défense de Combs. Il s'agit d'un développement stupéfiant qui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté juridique, notamment en raison de la déclaration de Rico selon laquelle « En aucun cas, je ne peux continuer à servir efficacement d'avocat pour Sean Combs ». Lorsqu'un avocat aussi connu que M. Rico fait une déclaration aussi catégorique sur le fait qu'il n'est plus en mesure de représenter un client, cela soulève de nombreuses questions. Bien qu'il n'ait pas divulgué de raisons spécifiques invoquant le secret professionnel, les termes qu'il a utilisés étaient particulièrement forts. Monsieur Rico n'est pas étranger aux affaires controversées. Il a représenté des clients tels que Oussama Ben Laden dans l'affaire de l'attentat à la bombe perpétré en 1993 contre le World Trade Center. Le fait qu'il se soit retiré de la représentation de Didi suggère donc que quelque chose d'important s'est passé en coulisses. Quelle est la cause exacte de cette scission? Il existe plusieurs théories. Certains experts juridiques ont suggéré qu'elle aurait pu être due à un conflit éthique ou à ce que l'on appelle un retrait bruyant, où un avocat se retire publiquement pour signaler que le client pourrait tenter d'utiliser ses services à des fins inappropriées. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un désaccord fondamental sur la stratégie de défense, voire d'un comportement du client qui rendait la représentation intenable. Or, selon certains rapports, il y aurait eu des luttes intestines au sein de l'équipe de défense. Un initié a décrit l'équipe comme un show, manquant de concentration et jetant tout au mur pour éviter le procès. Si cela est vrai, cela pourrait expliquer pourquoi Rico a ressenti le besoin de se retirer d'une situation qui devenait de plus en plus dysfonctionnelle. Ce retrait est d'autant plus remarquable qu'il est intervenu quelques mois seulement avant le début prévu du procès de Didi, laissant Marc Agnifilo et Tenny Geragos comme principaux avocats. Agnifilo a particulièrement défendu Combs, arguant que les allégations découlaient de relations consensuelles et que l'accusation tentait de contrôler une activité sexuelle non conforme. Mais ce n'est pas la fin du feuilleton de l'équipe juridique. Le 15 avril 2025, Didi s'est adjoint les services de Brian Steele, un vétéran de la défense d'Atlanta. Steele est surtout connu pour avoir représenté le rappeur Young Thug dans une affaire Rico très médiatisée. Il a déposé une requête auprès du tribunal fédéral de Manhattan pour être admis pro hac vis en tant qu'avocat hors de l'État pour représenter Combs, comme l'ont rapporté plusieurs sources. Qui est donc Brian Steele et pourquoi son arrivée au sein de l'équipe est-elle si importante? Brian Steele est un avocat de la défense très réputé qui exerce depuis 1991. Il a obtenu un jury doctor à la faculté de droit de l'université Fordham en 1990 et a développé une pratique nationale en matière de défense pénale. Ce qui le rend particulièrement précieux pour l'affaire Didi, c'est sa grande expérience des affaires relevant de la loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Il a notamment représenté Young Thug dans le plus long procès de Géorgie, qui s'est étalé sur plus de 22 mois, concernant des accusations de gang et de racket. Monsieur Steele a attiré l'attention du pays pendant le procès WaySL de Young Thug, lorsqu'il a été accusé d'outrage au tribunal et arrêté devant les caméras pour avoir refusé de révéler comment il avait eu connaissance d'une conversation confidentielle entre le juge, les procureurs et un témoin. L'accusation d'outrage a été abandonnée et le juge a été dessaisi de l'affaire, ce qui souligne la volonté de M. Steele de prendre des mesures audacieuses pour protéger les intérêts de son client.
Ce type de défense agressive est exactement ce que Diddy pourrait rechercher à ce moment critique. L'arrivée de M. Steele dans l'équipe juridique de Diddy présente plusieurs avantages potentiels. Son expertise en matière de RICO pourrait aider à contester l'affirmation de l'accusation concernant l'existence d'une entreprise criminelle, éventuellement en contestant le modèle d'activité de racket ou l'existence de l'entreprise. Sa présence tranchante et sa capacité à persuader les jurys pourraient être cruciales dans un procès qui s'annonce chargé en émotions et très médiatisé. De plus, avec environ 45 annulations à son actif, l'expertise de M. Steele en matière d'appel pourrait s'avérer vitale si le procès aboutit à une condamnation. Mais la participation de M. Steele ne garantit pas un résultat spécifique. La complexité de l'affaire, associée à l'attention du public, souligne l'importance des compétences de M. Steele pour naviguer dans le paysage juridique et médiatique. La nature fédérale des accusations portées contre Combs, qui impliquent de multiples victimes et des décennies d'inconduite présumée, présente un paysage juridique complexe qui mettra à l'épreuve même les talents considérables de M. Steele. Parlons maintenant de l'endroit où se trouve Diddy à l'heure actuelle, alors qu'il se prépare pour son procès. Depuis son arrestation, il est détenu au Metropolitan Detention Center, MDC, de Brooklyn, plus précisément dans l'unité 4 Nord, une unité de type dortoir destinée aux détenus ayant besoin d'une protection spéciale. Cette unité abrite une vingtaine d'hommes séparés de la population générale, un arrangement courant pour les détenus très médiatisés comme Diddy. Sa vie quotidienne suit une routine stricte. Petit déjeuner à 7 heures, vérification obligatoire des lits et utilisation d'un ordinateur portable de 8 heures à 15h30 pour le travail juridique. Il a accès à une salle d'exercice avec des tapis de yoga et un panier de basketball, ainsi qu'à un espace commun avec ping-pong et téléviseur. Ses communications sont strictement limitées, les appels téléphoniques étant plafonnés à 15 minutes chacun et surveillés par les autorités pénitentiaires. Selon certaines allégations, Diddy aurait acheté les privilèges téléphoniques d'autres détenus en versant de l'argent sur leur compte d'Economa, dans le but de prolonger son temps de communication. Cependant, sa défense nie toute communication illicite. Les visites familiales sont autorisées le mardi et des rapports confirment que ses enfants lui ont rendu visite régulièrement. Si le 4 North offre quelques commodités, le MDC Brooklyn est réputé pour ses mauvaises conditions. L'établissement a fait l'objet d'allégations de surveillance inadéquate, d'agressions débridées et d'absence de soins médicaux suffisants, les juges décrivant les conditions comme le chaos règne ainsi qu'une violence incontrôlée. Ainsi, bien qu'il se trouve dans une unité séparée, ces problèmes plus généraux affectent probablement l'expérience de Diddy. L'apparence physique de Diddy a également changé au cours de sa détention. Ses cheveux et sa barbe, autrefois d'un noir de jais, sont désormais gris car les teintures capillaires ne sont pas autorisées dans l'établissement. Lors d'un appel téléphonique avec Ye, partagé sur Instagram, Diddy aurait déclaré « Je suis Puff Daddy en prison », ce qui suggère un mélange de résignation et de tentative de maintenir son identité malgré les circonstances. Comme nous l'avons mentionné, l'équipe juridique de Diddy a connu d'importants changements, avec le départ d'Anthony Rico et l'arrivée de Brian Steele. Mais ces changements de personnel ne sont qu'une partie de l'histoire. Il y a également de nouvelles accusations et de nouvelles preuves explosives qui pourraient avoir un impact considérable sur le déroulement de cette affaire. De nouvelles preuves et accusations viennent bouleverser l'affaire. En avril 2025, les procureurs ont déposé un nouvel acte d'accusation, ajoutant 2 chefs d'accusation, étendant les allégations d'activité de trafic sexuel de 2021 à 2024. Ces nouveaux chefs d'inculpation accusent Combs d'avoir utilisé la force, la fraude ou la coercition pour contraindre une femme à se livrer à des actes sexuels tarifés. Le 14 avril 2025, Combs a plaidé non coupable de ces accusations, clamant son innocence comme il l'a fait tout au long de la procédure. Le Guardian a rapporté ces faits dans le cadre de l'extension de l'affaire contre le magnate de la musique. Mais ce qui est peut-être plus important que les nouvelles accusations, ce sont les nouvelles preuves qui ont été mises au jour. L'expression « nouvelle découverte » qui a circulé dans les médias fait probablement référence aux nouvelles preuves présentées par les procureurs, en particulier les allégations d'agression sexuelle non inculpées, dont certaines remontent aux années 1980. Ces preuves comprennent des allégations impliquant de nombreux témoins et co-conspirateurs non identifiés, certaines allégations étant considérées comme manifestement fausses par la défense. La défense soutient que ces preuves sont irrecevables en vertu des règles fédérales de la preuve, invoquant des questions de pertinence, de préjudice et la nécessité d'un temps d'enquête important. Voyons ce qui est en jeu ici. La défense soutient que les nouvelles preuves sont inadmissibles en vertu de plusieurs règles fédérales d'administration de la preuve. Premièrement, elle soutient que la règle 413 ne s'applique pas parce que Combs n'est pas directement accusé d'agression sexuelle.
Cette règle autorise généralement la preuve d'agression sexuelle similaire dans les cas où le défendeur est accusé d'agression sexuelle. Mais comme les accusations portées contre Combs sont principalement liées au trafic sexuel et au racket, la défense estime que cette règle ne devrait pas s'appliquer. Deuxièmement, ils affirment que les preuves ne servent pas à des fins de non-propension en vertu de la règle 404B qui régit l'admission de preuves relatives à d'autres crimes, torts ou actes. En substance, ils disent que l'accusation essaie d'utiliser ces allégations non incriminées uniquement pour montrer que Combs a une propension à commettre des agressions sexuelles, plutôt que pour prouver des éléments spécifiques des crimes incriminés, tels que le mobile ou l'intention. Enfin, ils font valoir qu'en vertu de la règle 403, la faible valeur probante de cette preuve est contrebalancée par le risque élevé de préjudice, injuste, de confusion et de retard. En d'autres termes, ils estiment que l'introduction de cette preuve biaiserait injustement le jury contre Combs sans contribuer de manière significative à prouver les charges réelles qui pèsent sur lui. Les procureurs, quant à eux, soutiennent que les preuves sont admissibles en vertu des règles 413 et 404B car elles démontrent l'intention, la connaissance et l'absence d'erreur. Ils affirment que cela est particulièrement important puisque Combs devrait soutenir que tous les rapports sexuels en question étaient consensuels. L'accusation a fourni les noms des témoins le 17 mars 2025 et maintient que les preuves sont corroborées et qu'elles ne sont pas trop incendiaires. Si ces nouveaux éléments de preuve sont admis, ils pourraient renforcer considérablement le dossier de l'accusation en établissant un modèle de mauvaise conduite présumée, ce qui pourrait influencer la perception du jury. Cependant, son inclusion pourrait allonger la durée du procès, nécessitant des mini-procès pour traiter chaque allégation. L'impossibilité pour la défense de communiquer l'identité des témoins à Combs avant le 18 avril 2025 complique encore sa préparation. Au 19 avril 2025, aucune décision finale sur l'admissibilité des preuves n'a été communiquée, ce qui en fait une question critique non résolue qui pourrait avoir un impact considérable sur l'orientation du procès. Un autre élément de preuve essentiel qui a été vivement contesté est une vidéo de surveillance d'un hôtel en 2016 montrant Combs en train d'agresser son ex-petite amie, Cassie Ventura. Cette vidéo, qui a été révélée en mai 2024, montre Combs, vêtu seulement d'une serviette, poursuivant Ventura dans un couloir, l'attrapant par le cou, la jetant au sol, lui donnant plusieurs coups de pied, la traînant et jetant un vase en verre dans sa direction. Le Los Angeles Times a fait une couverture détaillée de cette séquence troublante qui a corroboré les affirmations antérieures de Madame Ventura. La défense a mis en doute l'intégrité de cette vidéo, alléguant qu'elle pourrait avoir été modifiée, tandis que les procureurs et CNN qui a publié les images en défendent l'authenticité. La défense cherche activement à exclure cette vidéo du procès, arguant qu'elle est préjudiciable et qu'elle pourrait injustement influencer le jury en défaveur de Combs. Cette vidéo est particulièrement importante car elle corrobore les allégations d'abus physiques de Madame Ventura qu'elle a détaillées dans le procès civil qu'elle a intenté à M. Combs en novembre 2023. Dans ce procès, Madame Ventura a accusé M. Combs d'une série d'abus, de violences et de trafic sexuel qui durait depuis 10 ans. L'action en justice a été réglée un jour seulement après son dépôt, mais les allégations de Madame Ventura restent au cœur de l'affaire fédérale contre M. Combs. En ce qui concerne Ventura, il y a un autre développement important lié à son implication dans l'affaire. Le 18 avril 2025, le juge Arun Subramanian a statué sur une citation à comparaître concernant Madame Ventura, désignée comme victime 1 dans les documents judiciaires. Ventura a reçu l'ordre de soumettre des ébauches spécifiques de ses mémoires qui avaient déjà été fournies au gouvernement, comme le rapport complexe. Cette décision est intervenue après que l'équipe juridique de Combs a émis une assignation à comparaître le 19 mars 2025, demandant à Ventura de fournir tous les projets de mémoire, d'autobiographie, de récits, de journaux intimes, de journaux ou de notes, toutes les communications concernant des projets de publication ou des menaces de publication de tels documents, ainsi que 10 mois de relevés bancaires à partir de 2023. L'équipe juridique de Madame Ventura a demandé l'annulation de la citation à comparaître, arguant qu'elle était prématurée et excessivement large et constituait une expédition de pêche inadmissible qui portait atteinte à sa vie privée, selon le Daily Mail. Le juge Subramanian a partiellement accepté la requête de Ventura, lui demandant de ne présenter que les ébauches de mémoire précédemment fournies au gouvernement, tout en l'exemptant de remettre d'autres documents, tels que des journaux, des agendas ou des communications sur les projets de publication. Le juge a également rejeté la demande de la défense concernant les relevés bancaires de Ventura pour l'année 2023, la qualifiant d'expédition de pêche, comme le rapport Pinkvilla.
L'intérêt de la défense pour ces projets de mémoire découle de deux objectifs principaux. Contester la crédibilité de Ventura en identifiant potentiellement des incohérences entre son témoignage et ses écrits, et étayer ses affirmations selon lesquelles Ventura aurait menacé de publier un mémoire pour extorquer 30 millions de dollars à Combs, comme l'a rapporté The Source. En limitant l'ordonnance aux versions déjà fournies au gouvernement, le juge Subramanian a veillé à ce que l'accès de la défense soit limité aux documents directement liés à l'affaire, évitant ainsi une enquête trop intrusive sur les écrits personnels de Mme Ventura. Selon Hot New Hip Hop, une autre décision importante rendue par le juge Subramanian le même jour a permis à 3 autres victimes présumées, victime 2, victime 3 et victime 4, de témoigner anonymement malgré les objections de la défense. Cette décision est importante car elle signifie que ces témoins peuvent partager leurs expériences sans craindre d'être exposés publiquement, ce qui pourrait conduire à des témoignages plus francs sur les abus et les comportements répréhensibles présumés. Le juge a également indiqué qu'il autoriserait probablement le témoignage d'un expert, le Dr Hughes, en limitant la terminologie afin d'éviter toute confusion de la part des jurés. Ce témoignage d'expert pourrait être crucial pour aider le jury à comprendre les modèles de comportement abusif et la psychologie des victimes, ce qui pourrait donner de la crédibilité au récit de l'accusation. Comme je l'ai déjà mentionné, la défense de Combs a cherché à exclure de nombreux nouveaux éléments de preuve, y compris les allégations d'agression sexuelle non inculpées et la vidéo de Cassie Ventura de 2016. Mais il y a un autre aspect fascinant dans cette affaire qui est directement lié à la preuve. La nature de ce que l'accusation allègue comme étant des coups d'éclat et la façon dont ils sont pris en compte dans les accusations portées contre Combs. Selon l'acte d'accusation fédéral, les freak-offs sont décrits comme des spectacles sexuels élaborés, organisés par Combs sur plusieurs jours, impliquant des relations sexuelles en groupe, de l'exhibitionnisme et la participation de travailleurs du sexe masculin et féminin. Ces événements étaient souvent filmés et Combs aurait dirigé et enregistré les activités pour sa satisfaction personnelle, comme le précise le ministère de la Justice. L'accusation affirme que ces événements pouvaient durer des jours, certains se produisant chaque semaine, et impliquer une activité sexuelle prolongée, selon Variety. Les participants auraient été abreuvés de stupéfiants, notamment de cocaïne et d'ecstasy, afin d'abaisser leurs inhibitions et de s'assurer qu'ils se conforment aux règles, comme le rapporte ABC News. Lors de perquisitions fédérales au domicile de Combs en mars 2024, les autorités ont saisi plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiants qui auraient été utilisées lors de ces aventures, selon BBC News. L'accusation affirme que Combs a eu recours à la violence, à l'intimidation, au contrôle financier et à la menace de divulguer des enregistrements pour obtenir la participation à ces événements, comme l'a rapporté le Los Angeles Times. Il s'agit là d'un élément central des accusations de trafic sexuel et de racket, puisque l'accusation soutient que Combs a dirigé une entreprise criminelle qui a facilité ces événements, en utilisant son empire commercial, y compris Bad Boy Entertainment, pour attirer les victimes et dissimuler les comportements répréhensibles. Il est intéressant de noter que la défense a fait valoir que l'accusation possède 9 vidéos de freak-off qui, selon elle, montrent des activités consensuelles entre adultes, y compris Ventura, d'après ABC News. La défense utilise ces vidéos pour affirmer que toutes les activités étaient consensuelles et non forcées. Cependant, les procureurs rétorquent que la coercition, y compris les drogues et les menaces, annule le consentement, comme le rapporte Business Insider. Cela crée une question juridique fascinante sur la nature du consentement et sur la question de savoir s'il peut réellement exister dans un contexte de déséquilibre de pouvoir, de consommation de drogue et de menaces présumées. Les allégations de Cassie Ventura au sujet de ces soirées sont particulièrement troublantes. Selon NBC News, elle affirme avoir été forcée de participer à ces événements, au cours desquels elle a été contrainte à des actes sexuels avec des travailleurs du sexe masculin pendant que Combs se masturbait et se filmait, parfois chaque semaine et pendant des jours. Ces allégations, si elles s'avéraient exactes, appuieraient la thèse de la coercition et de l'exploitation défendue par l'accusation. Mais la défense soutient que Ventura s'est bien amusé dans les vidéos de freak-off, ce qui suggère une relation consensuelle, selon Business Insider. Elle qualifie le dossier de l'accusation de sexiste et affirme qu'il décrit mal les activités sexuelles privées. Cela crée un conflit direct entre les allégations de coercition de Ventura et les affirmations de consentement de la défense, ce qui sera probablement un point central du procès. La défense a également cherché à exclure des preuves, telles que des courriels d'un ancien employé de Combs et des messages WhatsApp, en affirmant qu'un témoin extrêmement important, la victime 4, avait sélectionné des messages, selon Deadline. En avril 2025, la défense a demandé l'accès à 200 000 documents, ce qui a conduit le procureur Christine Slavic à accuser l'accusation de manœuvre, affirmant que la demande était une tactique pour retarder le procès, comme l'a rapporté Fox News.
En ce qui concerne les retards, la défense a demandé plusieurs ajournements, notamment un délai de 2 semaines en raison de conflits sur les preuves le 14 avril 2025 et un délai de 60 jours le 16 avril 2025, citant la lenteur de l'accusation à divulguer les preuves, selon Deadline. Cependant, le 18 avril 2025, le juge Arun Subramanian a refusé le délai, déclarant qu'il n'était pas clair pourquoi il n'y a pas assez de temps pour se préparer, malgré l'ajout de 2 nouvelles accusations en avril, comme l'a rapporté CNN. Le procès se déroulera comme prévu le 5 mai 2025. Tous ces éléments, les nouvelles accusations, les preuves contestées, les batailles juridiques sur ce qui peut ou ne peut pas être admis, brossent le tableau d'une affaire complexe et litigieuse qui sera probablement combattue vigoureusement par les 2 parties. L'issue du procès pourrait dépendre de détails apparemment insignifiants, comme l'admission ou l'exclusion de certaines preuves, l'autorisation ou non pour les témoins de déposer anonymement, et la manière dont le jury perçoit la crédibilité de témoins clés tels que Cassie Ventura. Mais pour bien comprendre l'importance de ces développements, nous devons prendre du recul et examiner le contexte plus large des accusations portées contre Diddy et leur évolution au fil du temps. L'étendue des allégations et les enjeux. Depuis avril 2025, Combs fait l'objet de 5 chefs d'accusation fédéraux, élargis par des actes d'accusation complémentaires. Ces chefs d'accusation sont les suivants. Tout d'abord, le complot de racket. Ce chef d'accusation reproche à Combs d'avoir dirigé une entreprise criminelle, se livrant à de multiples activités illégales, notamment le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction à la justice, entre 2004 et 2024 au moins. La conspiration de racket englobe un modèle d'abus, de menaces et de coercition visant à satisfaire les désirs de Combs et à protéger sa réputation. Deuxièmement, plusieurs chefs d'accusation pour trafic sexuel. Combs fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation pour trafic sexuel, l'accusant d'avoir forcé ou contraint des personnes à se livrer à des actes sexuels à des fins commerciales. Le premier chef d'accusation concerne vraisemblablement des activités menées à partir de 2008, tandis qu'un nouveau chef d'accusation, ajouté en avril 2025, concerne une victime non nommée, désignée sous le nom de victime 2, pour la période allant de 2021 à 2024. Troisièmement, plusieurs chefs d'accusation pour transport en vue de la prostitution. Ces chefs d'accusation reprochent à Combs d'avoir transporté des personnes au-delà des frontières de l'État pour les livrer à la prostitution. Comme pour les accusations de trafic sexuel, un chef d'accusation supplémentaire a été ajouté en avril 2025 concernant la victime 2. Un second acte d'accusation, dont les scellés ont été levés le 6 mars 2025, a ajouté des allégations de travail forcé dans le cadre du chef d'accusation de complot pour racket. Les procureurs affirment que Combs a forcé ses employés à travailler de longues heures et à dormir peu, en recourant à la force physique, à des atteintes psychologiques, à des pénalités financières et à des menaces pour la réputation de l'entreprise. Au moins un employé aurait été contraint de se livrer à des actes sexuels avec Combs. Mais les poursuites pénales fédérales ne sont qu'une partie de l'histoire. En avril 2025, Combs était cité dans 63 poursuites civiles pour agression sexuelle, viol, abus physiques, coercition et autres comportements répréhensibles. Ces procès, intentés par des hommes et des femmes, y compris des mineurs, s'étendent du début des années 1990 à 2022. Les allégations sont diverses et portent souvent sur la consommation de drogue, la coercition et l'exploitation lors de soirées ou dans le cercle professionnel de M. Combs. Examinons quelques-unes des actions civiles notables qui ont été intentées contre M. Combs. En novembre 2023, Cassie Ventura a intenté une action en justice alléguant une relation abusive de 10 ans avec Combs, y compris des abus physiques et sexuels, la participation forcée à des freak-offs et des viols. Combs nie les allégations mais règle rapidement le procès à l'amiable, clamant son innocence. En décembre 2023, une femme identifiée comme Jane Doe a intenté une action en justice, affirmant qu'elle avait été victime de trafic sexuel et de viol collectif à l'âge de 17 ans en 2003, qu'elle avait été droguée et qu'elle avait ressenti de fortes douleurs. Combs a nié ces allégations, les qualifiant de dégoûtantes et de fausses. En février 2024, Rodney Jones Jr. a porté plainte pour contact sexuel non désiré, pour avoir été contraint d'engager des prostituées et pour avoir été préparé à des relations sexuelles. Combs a qualifié ces allégations de pure fiction. En septembre 2024, Talia Graves a porté plainte pour avoir été droguée, ligotée et violemment violée en 2001 et pour qu'une vidéo de l'agression ait été montrée à d'autres personnes. En octobre 2024, Ashley Parham a intenté une action en justice affirmant qu'elle avait été violée pour se venger d'un commentaire sur le meurtre de Tupac et que Combs l'avait menacée avec un couteau. Toujours en octobre 2024,
l'avocat Tony Buzbee a annoncé son intention d'intenter plus de 120 actions en justice au nom de personnes alléguant des agressions sexuelles, des viols et de l'exploitation par Combs. Buzbee a affirmé que 25 de ses plaignants étaient mineurs, l'un d'entre eux n'ayant que 9 ans. Combs a démenti ces allégations de manière catégorique et emphatique. En avril 2025, 7 personnes anonymes, 4 hommes et 3 femmes, ont porté plainte pour agression sexuelle lors de soirées à Los Angeles, New York et Las Vegas, la plus jeune ayant 13 ans. Combs n'y voit que des tentatives de publicité et nie avoir agressé qui que ce soit. L'ampleur de ces allégations est stupéfiante. En octobre 2024, l'avocat Tony Buzbee a annoncé son intention d'intenter plus de 120 actions en justice, dont 25 plaignants mineurs pour des agressions datant des années 2000 et 2010. La moitié de ces plaignants affirment avoir signalé les incidents à la police, à des médecins ou au FBI, et certains prétendent avoir été drogués ou s'être vus offrir de l'argent pour étouffer l'affaire. En avril 2025, le nombre total d'actions en justice s'élevait à 63, dont certaines ont été réglées ou rejetées, mais dont beaucoup restent actives. Combs a toujours nié toutes les allégations, affirmant que les relations en question étaient consensuelles et que de nombreuses poursuites sont motivées par le gain financier ou la publicité. Son équipe juridique, dirigée par Mark Agnifilo, a fait valoir que les accusations pénales étaient fondées sur des activités consensuelles et que l'accusation tentait de criminaliser un comportement non coercitif. Dans l'affaire pénale, Combs a plaidé non coupable de toutes les accusations, y compris les nouveaux chefs d'accusation ajoutés en avril 2025. Sa défense a cherché à exclure des preuves, telles que des allégations d'agression sexuelle non inculpées datant des années 1980 et la vidéo de Cassie Ventura de 1916, arguant qu'elles étaient préjudiciables et manquaient de pertinence. La défense a également intenté une action en diffamation en janvier 2025 contre des personnes prétendant posséder des vidéos incriminantes, alléguant qu'elles ont été fabriquées. Les allégations contre Combs ont suscité un important débat public, les avis étant partagés quant à sa culpabilité. Ses partisans, y compris certains membres de sa famille, l'ont défendu. Ses enfants Quincy Brown et Chance Combs, qualifiant les accusations de faux récits en octobre 2024. Ses détracteurs, en revanche, soulignent que le nombre de procès et la vidéo de 2016 constituent des preuves irréfutables de sa mauvaise conduite. La complexité de l'affaire est d'autant plus grande qu'elle est liée à des personnages et des événements très médiatisés, comme les allégations liant Combs au meurtre de Tupac Shakur, qui n'ont toujours pas été prouvées. L'implication de mineurs dans certains procès a encore intensifié la surveillance, soulevant des questions sur la responsabilité dans l'industrie du divertissement. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi les nouveaux éléments de preuve et les changements intervenus dans l'équipe juridique de Diddy sont si importants. L'arrivée de Brian Steele, spécialiste des affaires RICO, laisse penser que Diddy se prépare à une défense vigoureuse contre les accusations de racket. L'introduction de nouveaux éléments de preuve, notamment des allégations d'agression sexuelle non incriminées, pourrait renforcer considérablement le dossier de l'accusation en établissant un modèle de comportement. Les récentes décisions du juge sont également cruciales. En ordonnant à Cassie Ventura de soumettre des versions spécifiques de ses mémoires, le juge a potentiellement permis à la défense d'avoir accès à des documents qui pourraient avoir un impact sur sa crédibilité en tant que témoin. En autorisant 3 autres victimes présumées à témoigner anonymement, le juge a permis à ces personnes de partager plus facilement leurs expériences sans craindre d'être exposées publiquement. Enfin, en rejetant la demande de report présentée par la défense, le juge a fait en sorte que le procès se déroule comme prévu, malgré les arguments de la défense selon lesquels elle avait besoin de plus de temps pour se préparer. Tous ces éléments laissent présager un procès à fort enjeu qui sera probablement suivi de près par le public et la communauté juridique. Le résultat pourrait avoir des conséquences importantes sur la manière dont des affaires similaires seront traitées à l'avenir, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des lois RICO pour cibler les entreprises criminelles présumées dans l'industrie du divertissement. Examinons maintenant quelques-unes des implications plus larges de cette affaire. Les accusations portées contre Combs mettent en lumière les questions de dynamique du pouvoir, de responsabilité et de défense des victimes dans l'industrie musicale. Le nombre de procès combinés aux accusations criminelles suggère un modèle systémique d'inconduite présumée, bien que les dénégations et les défenses juridiques de Combs soulignent les difficultés de prouver de telles allégations, en particulier pour les allégations les plus anciennes. L'arrivée de Brian Steele au sein de l'équipe juridique de M. Combs constitue une amélioration stratégique de sa défense. M. Steele, qui a fait ses preuves dans des affaires RICO et des procès très médiatisés, apporte à la défense de M. Combs son expertise, ses prouesses en salle d'audience et ses compétences en matière d'appel. Son expérience de l'affaire Young Thug
combiné à sa réputation d'obtenir des résultats favorables, lui permet de contester efficacement le récit et les preuves de l'accusation. Toutefois, l'issue de l'affaire reste incertaine. La complexité des accusations fédérales, qui impliquent de multiples victimes et des décennies d'inconduite présumée, présente des défis même pour un avocat expérimenté comme M. Steele. Le caractère public de l'affaire et les graves allégations, y compris celles concernant des mineurs, pourraient influencer la partialité du jury, ce qui nécessite une gestion prudente. Le procès, qui doit s'ouvrir le 5 mai 2025, constituera un tournant dans l'une des batailles juridiques les plus médiatisées de ces dernières années. La résolution des accusations pénales fédérales, ainsi que les nombreuses poursuites civiles, auront probablement des conséquences importantes pour l'héritage de Combs et pour l'approche de l'industrie du divertissement en ce qui concerne les comportements répréhensibles. Comme nous l'avons vu tout au long de cette discussion, les nouvelles preuves et les changements d'équipe juridique dans l'affaire Diddy ne sont pas des développements isolés, mais font partie d'un ensemble plus large d'allégations et de manœuvres juridiques qui s'étendent sur des décennies. Le procès à venir ne déterminera pas seulement le sort juridique de Diddy, mais servira également de test sur la manière dont le système judiciaire traite les affaires complexes impliquant le pouvoir, l'influence et les allégations d'abus. Pour conclure, revenons sur les points clés que nous avons abordés aujourd'hui. L'équipe d'avocats de Diddy a subi d'importants changements avec le départ d'Anthony Rico en février 2025 et l'arrivée de Brian Steele en avril 2025. De nouvelles preuves ont été présentées, notamment des allégations d'agression sexuelle non inculpées, remontant aux années 1980 et une vidéo de 2016 montrant Combs en train d'agresser Cassie Ventura. De nouveaux chefs d'accusation ont été ajoutés, élargissant la portée des allégations contre Combs. Le juge Arun Subramanian a rendu plusieurs décisions importantes, notamment en ordonnant à Cassie Ventura de soumettre des versions spécifiques de ses mémoires, en autorisant 3 victimes présumées à témoigner anonymement et en rejetant la demande de délai formulée par la défense. M. Combs doit répondre de 5 chefs d'accusation fédéraux, dont racket, trafic sexuel et transport à des fins de prostitution, ainsi que de 63 poursuites civiles pour agression sexuelle, viol, violence physique et coercition. Le procès, qui doit s'ouvrir le 5 mai 2025, constituera un tournant dans l'une des batailles juridiques les plus médiatisées de ces dernières années. La résolution des accusations pénales fédérales, ainsi que les nombreuses poursuites civiles, auront probablement des conséquences importantes pour l'héritage de Combs et pour l'approche de l'industrie du divertissement en ce qui concerne les comportements répréhensibles. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.